Lundi 10 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les actualités de ce jour, page sociale pour commencer. Parlons justement des résultats du BEPC qui commence justement à sortir actuellement. Le taux de réussite pour l'examen du BEPC de la circonscription d'Ambondja-Tchimou cette année est de 58%. Comparé à l'année dernière, ce taux a baissé. Le résultat du concours d'entrée en seconde sortira cette semaine. Reportage de Fanjacena Mireille et Yves Janel. Le résultat du BEPC de la circonscription d'Ambondja-Tchimou est sorti hier. Le taux de réussite a baissé à 58% s'il était à 60% l'année dernière. Le nombre des candidats pour cette circonscription est de 8 892. La plupart ont vu les résultats via les téléphones. Quoi qu'il en soit, les responsables les ont quand même affichés sur les lieux dédiés au sein des centres. Pour Ivat, 776 sur les 1465 candidats ont obtenu le BEPC. Parlons à présent diplomatie. La coopération entre la Chine et Madagascar, basée sur le principe d'égalité et de respect de la souveraineté, sera renforcée selon la ministre des Affaires étrangères suite à sa rencontre avec le haut diplomate de Chine, Yang Yi, directeur du bureau de la Commission des Affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois et ancien ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. Par ailleurs, la chef de la diplomatie malagasy a réaffirmé les principes directeurs des relations entre les deux pays, notamment l'adhésion de Madagascar au principe d'une seule Chine. Le point avec Jean-Claude Adjemalal. La ministre des Affaires étrangères malagasy et le directeur du bureau de la Commission des Affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois et ancien ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, ont tous deux salué la qualité et l'excellence des relations entre les deux pays basées sur le principe d'égalité et de respect de la souveraineté. Ils ont passé en revue l'état de la coopération entre les deux pays afin de l'améliorer. Madagascar apprécie le soutien exprimé par la Chine dans la sauvegarde de sa souveraineté nationale, de son indépendance et de son intégrité territoriale, ainsi que dans l'exploration d'une voie de développement adaptée à ses conditions nationales. La chef de la diplomatie malagasy a par ailleurs réaffirmé les principes directeurs des relations entre les deux pays, notamment l'adhésion de Madagascar au principe d'une seule Chine, et a exprimé son soutien aux initiatives lancées par le président Xi Jinping pour la paix et la sécurité, et en vue de la réalisation des objectifs du développement durable. Les deux parties souhaitent approfondir la coopération mutuellement bénéfique et explorer de nouvelles perspectives dans les relations Chine-Madagascar. Ce déplacement du ministre des Affaires étrangères s'inscrit également dans le cadre de la participation de Madagascar en tant qu'invité d'honneur à la 3e édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui s'est tenue à Wuhan du 29 juin au 2 juillet 2023. Parlant un tout autre sujet, les techniciens agricoles travaillent de près avec les agriculteurs impliqués dans la production familiale. C'est l'une des nouvelles stratégies nationales de formation dans le milieu rural de Madagascar présentée à Anous aujourd'hui. La dotation d'équipements et l'évolution des méthodes de production sont inutiles sans formation et gestion à l'endroit des agriculteurs. Le ministère de l'Élevage et de l'Agriculture lance un appel aux jeunes pour ce faire. C'est Sylvain Jiansou et Sechanjiana nous en disent plus. L'effectif des techniciens agricoles est encore très faible, à peine un technicien agricole dans chaque commune de Madagascar. Or, 80% des Malagasy œuvrent dans l'agriculture. Pour obtenir un bon rendement, la collaboration entre les agriculteurs et les techniciens consultants est nécessaire. Il est donc important d'augmenter le nombre de techniciens, en particulier ceux qui se concentrent sur la production familiale. La nouvelle stratégie nationale de formation en milieu rural répond aux attentes des agriculteurs. Il est conçu conformément au 9e Vélran, qui est l'autosuffisance alimentaire. Il est également destiné à avoir un impact dans le domaine de la création d'emplois à Madagascar, pour lesquels le gouvernement fait appel aux jeunes. Des dizaines de jeunes agriculteurs formateurs en milieu rural sont sortis aujourd'hui à Anous. Il y aura chaque année des recrutements et de techniciens dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de formation en milieu rural.
Parlant religion, Monseigneur Jean-Pascal Angietsouavne, qui a été évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Antananarivo, a été nommé par le pape François évêque du diocèse d'Antsirabe aujourd'hui 10 juillet 2023. Il a déjà occupé plusieurs fonctions au sein de l'Église catholique de Madagascar et au sein de la conférence des évêques. Il a été nommé comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Antananarivo par le Vatican en 2019 et a été consacré le mois d'août de la même année. 5 ans après, il a été nommé à la tête du diocèse d'Antsirabe, remplaçant Monseigneur Philippe Ranevman, décédé au mois de septembre 2022. Reportage signé Secha Hangenas et Judikael Hangenirine. 9 mois jour pour jour après que la place d'évêque d'Antsirabe ait été vacante, le pape François a nommé aujourd'hui Monseigneur Jean-Pascal Angietsouavne comme évêque du diocèse d'Antsirabe, lui qui occupait la fonction évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Antananarivo avant sa nomination. Monseigneur Jean-Pascal Angietsouavne est connu pour ses compétences en écriture sainte et dans le partage de celle-ci. Cette compétence n'étonne pas les fidèles catholiques car il a commencé à étudier la Bible en 2003 au sein de l'Institut pontifical biblique à Rome et en 2007, il a obtenu la licence canonique sur la Bible par le biais de la recherche portant sur le thème Nire Kanapanovanzanak. Il a déjà occupé plusieurs fonctions au sein de l'Église catholique et de la conférence des évêques. Au mois de juillet 2019, il a été nommé évêque auxiliaire et a été installé officiellement au mois d'août 2019 à l'archidiocèse d'Antananarivo. 5 ans après, il a été nommé évêque titulaire du diocèse d'Antsirabe, remplaçant Monseigneur Philippe Ranevman, décédé au mois de septembre 2022. Monseigneur Jean-Pascal Angietsouavne a été choisi par la conférence des évêques de Madagascar pour les représenter au sein de la synode des évêques qui se tiendra à Rome au mois d'octobre 2023. Il sera à la tête de la délégation malagasy pour participer au synode continental sur l'Église qui a été déjà à Addis Abeba, Éthiopie, au mois de mars 2023. Toujours dans cette page religion, 10 000 Bibles traduites en dialecte simiète ont été remises officiellement par l'église FJKM et ses partenaires à Antsui, région Sophie, samedi dernier. La traduction de la Bible au sein de la FJKM Zoarafan Antenan Ambuipu Antananarivo a pris 3 ans. Il s'agit d'une coopération avec la Corée du Sud et les États-Unis selon le responsable. C'est la 524e traduction de la Bible dans le monde. Reportage de Jean-Claude. La coopération entre la Corée du Sud et la FJKM se renforce notamment à travers la traduction de la Bible en dialecte simiète, selon les explications. Divers détails ont été peaufinés afin que la traduction soit juste, un des travaux très importants à faire, selon le pasteur Akutbe Radzomanzat du bureau de la FJKM. Ce pasteur souligne que la Bible est plus explicite et plus claire à partir de maintenant pour la population de la région Sophie. Cette traduction de la Bible en simiète est également une importante étape pour les fidèles chrétiens car cela apporte un grand changement dans la transmission du message divin selon les explications. Sophie, qui est une des régions parmi les plus peuplées de la Grande Île, dont bon nombre sont des chrétiens. Ces derniers issus des districts de tout Sophie sont venus nombreux à Antsui durant la remise officielle de cette Bible précédée par un grand carnaval et un culte. Il est à noter que la traduction de la Bible en simiète est la 724e traduction de la Bible sur les 7000 langues dans le monde. Et dans la page fait divers de ce soir, une lavandière a été tuée par un gardien de prison à Mangoulouvoul, au district Murumbe. Selon les informations, cette femme a été accusée d'avoir pris 80 000 lariars oubliés dans une poche d'un pantalon qu'elle devait laver. Reportage de Roussetel Hagoutmalal. Une mère de famille âgée de 28 ans, ayant 3 enfants, et lavandière à Mangoulouvoul ou dans le district de Murumbe, allait travailler pour la femme d'un agent pénitentiaire le samedi 2 juillet dernier. Arrivée au lavoir, la femme du pénitencier l'a suivie et lui a demandé de fouiller les linges, car selon elle, il aurait 80 000 lariars dans la poche de l'un des pantalons, ce qui n'était pas le cas. La dame a alors amené la lavandière chez elle pour que cette dernière s'explique avec son mari, un agent pénitentiaire du camp pénal de Mangoulouvoul. Malgré les faits, son mari n'a voulu rien savoir, l'a battue à mort. La lavandière avait encore pu raconter les faits à son père par téléphone. Ce dernier lui a dit de rejoindre le chef Fukuntan, mais n'ayant plus de force, elle n'a pas pu se rendre sur les lieux. Elle est décédée dimanche. Selon les informations reçues, ce n'est pas la première fois que ce gardien de prison commet ce genre de violence. Nos journalistes voulant savoir la suite de cette affaire n'ont pas pu joindre les responsables de l'administration pénitentiaire.
Et pour terminer, les actualités locales, la Banque mondiale est prête à soutenir les initiatives pour la réduction des effets des catastrophes naturelles à Madagascar. À cet effet, un atelier en collaboration avec le BNGRC au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes a eu lieu aujourd'hui. Néanmoins, les aides sociales aux personnes vulnérables se poursuivent pour le BNGRC selon les explications. La deuxième vague des aides aux personnes sinistrées partira cette semaine. L'objectif est que ces personnes puissent se relever et avoir un moyen de subsistance après le passage des catastrophes naturelles à Madagascar. Avant de terminer, les actualités locales, parlons en sport. L'équipe de Bouini Foussa Junior a battu le club d'Alochamangour AS Fanalamanga sur le score de 1-0 en finale de la Pro League dimanche au stade Barea Mamasne. Foussa Junior sera donc l'équipe qui représentera Madagascar à la Ligue africaine des champions africains. Suite à cette victoire, il remporte également les 15 000 d'Aria. Reportage de Anzar Hazanarville et Michel Rakoutson. Un match très serré à la suite duquel les Foussa Juniors deviennent à nouveau champions de Madagascar de la Pro League, première division. Une victoire sur le score de 1-0 contre l'AS Fanalamanga. Un unique but marqué par VV à la 22e minute de match et il s'agit du deuxième titre de champion de Madagascar acquis par les Foussa Juniors après celui de 2019. Ainsi, cette équipe succède au CFFA, champion lors de la saison 2021-2022. Durant la première mi-temps, la possession s'est penchée vers l'équipe du Bouin et durant la deuxième mi-temps, l'AS Fanalamanga a pris les choses en main. En effet, un coup de franc à la 47e minute aurait pu permettre au club d'Alochamangour d'égaliser, mais Fabrice dévie la balle en corner. Cela a été notamment la seule occasion pour cette équipe. Grâce à cette victoire, les Foussa Juniors représenteront Madagascar à la Ligue africaine des champions et ils ont également remporté les 15 millions d'Ariari. Fabrice, le gardien de but des Foussa Juniors, a été sacré meilleur gardien de but durant cette saison de la Pro League. Tirkel, meilleur buteur, et Dung, capitaine de Foussa Juniors, meilleur joueur. Passons à présent aux actualités internationales. Une attaque au couteau au sein d'une école maternelle en Chine a fait 6 morts et 1 blessé aujourd'hui à Liangjiang, dans le sud du pays, ont indiqué les autorités locales. Parmi les victimes figurent un enseignant, 2 parents et 3 élèves, a déclaré une porte-parole de la municipalité en ajoutant qu'un suspect avait été arrêté. Le point avec France 24. À Canton, en janvier, il y a eu une attaque à la voiture bélier dans la rue la plus fréquentée de la ville à l'heure de pointe. 5 personnes ont été tuées. En avril, un étudiant a commis une attaque au couteau sur le campus de son université dans le Shandong. Donc, voiture bélier, armes blanches. En Chine, comme les armes à feu sont strictement contrôlées, cela limite finalement le nombre de victimes mortelles. Les 10 dernières années, une centaine de victimes à peu près ont perdu la vie dans ce genre d'attaque. Mais ces histoires choquent quand même le public par leur nature aléatoire. C'est souvent dans les lieux publics, les victimes ne connaissent même pas l'auteur de ces crimes. Puis les incidents qui sont les plus médiatisés finalement, ce sont ceux qui ont lieu dans les écoles où on parle d'enfants comme cette attaque de ce lundi. Le gouvernement avait d'ailleurs annoncé plus de sécurité dans les établissements scolaires après une attaque particulièrement atroce dans un village du Henan en 2012, mais peu de choses ont été faites pour s'attaquer aux causes profondes. Bien que les tabous concernant la santé mentale évoluent, l'accès aux soins reste limité. En 2021, on ne comptait que 64 000 psychiatres pour un pays de 1,4 milliard d'habitants. Et des centaines de milliers de personnes ont été incitées à évacuer leur domicile dans le sud-ouest du Japon aujourd'hui en raison de pluies torrentielles qui ont déjà fait au moins 1 mort et 9 disparus. France 24. Ils ont beau être habitués aux fortes pluies, les Japonais ne s'attendaient pas à ça. Depuis quelques heures, des pluies diluviennes s'abattent sur le sud-ouest du pays. Les autorités ont lancé des alertes pour 2 millions de personnes dans plusieurs préfectures de la région. Il s'agit des plus fortes pluies jamais enregistrées dans la région. La situation est telle que des vies sont en danger et que la sécurité doit être assurée. Dans les zones rurales, des glissements de terrain se sont produits. Une femme de 77 ans a perdu la vie, ici à Fukuoka, emportée par un éboulement qui a touché sa maison.
D'autres sont portés disparus dans la ville voisine de Karatsu. Des milliers de foyers de l'ouest du Japon sont privés d'électricité et le trafic des trains à grande vitesse est suspendu entre Hiroshima et Fukuoka. Une situation qui n'est pas inhabituelle. Chaque année, la saison des pluies se traduit par de fortes précipitations entre juin et juillet, avec parfois des inondations et des glissements de terrain. Mais cet épisode de pluie semble particulièrement violent et ravive le souvenir de 2021. 27 personnes tuées dans une coulée de boue dévastatrice dans la station balnéaire d'Atami. Des épisodes violents amenés à se répéter à cause du changement climatique, avec une atmosphère plus chaude qui retient davantage l'eau. Et le président américain Joe Biden est aujourd'hui au Royaume-Uni pour une courte visite chez son plus proche allié, où il doit rencontrer le roi Charles III et évoquer le soutien à l'Ukraine avec le Premier ministre Rishi Sunak avant un important sommet de l'OTAN en Lituanie. France 24 nous en dit plus. Accueilli par l'ambassadrice américaine au Royaume-Uni, Joe Biden arrive à Londres. Une courte escale sur la route de Vilnius pour le président des États-Unis, venu témoigner son amitié à son plus proche allié. Au programme de cette visite éclair, un arrêt au château de Windsor. Joe Biden prendra le thé avec Charles III pour sa première rencontre avec le roi depuis son couronnement. Les deux chefs d'État parleront du changement climatique, un sujet sur lequel le roi est engagé de longue date. Le président des États-Unis s'entretiendra ensuite avec le Premier ministre britannique. Pour leur 5e rencontre en 5 mois, les deux dirigeants parleront surtout de la guerre en Ukraine, alors que Washington vient de décider de livrer à Kiev des armes à sous-munitions, controversées et interdites dans plusieurs pays de l'OTAN. Une décision qui a suscité l'embarras en Europe, y compris à Londres. Le Royaume-Uni est signataire d'une convention qui interdit la production ou l'utilisation d'armes à sous-munitions et décourage leur utilisation. Nous continuerons à faire notre part pour soutenir l'Ukraine contre l'invasion illégale russe, comme nous l'avons fait en fournissant des chars de combat lourds et plus récemment des armes de longue portée, et nous espérons que tous les pays pourront continuer à soutenir l'Ukraine. Le soutien à l'Ukraine et celle de son adhésion à l'OTAN, des sujets qui seront au cœur des discussions du sommet de l'Alliance Atlantique à Vilnius mardi et sur lesquels Rishi Sunak et Joe Biden tenteront d'arriver unis. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. N'oubliez pas, dans quelques instants, vous allez suivre votre série Scandale. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.